Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M a le plaisir d'accueillir ce matin dans l'invité du direct M. Abdelhakim Soufi, président directeur général de Messervie. M. Abdelhakim Soufi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous avons commencé à nous intéresser aux résultats du secteur de l'assurance en 2017. On est au mois d'avril. Les assemblées générales des actionnaires vont bientôt commencer à se tenir. Question traditionnelle, comment s'est déroulée l'année 2017 ? Est-ce qu'elle a été aussi bonne que celle de 2016 ? Vous avez fait une croissance de 8% du chiffre d'affaires en 2016. Alors aujourd'hui, effectivement, comme on dit familièrement, les affaires vont bien. L'assurance de personnes, notamment pour Messervie, c'est-à-dire que 2017 a été une belle année. Pour tout le secteur aussi des assurances de personnes, juste à titre d'exemple, je vous donne un chiffre. Les assurances de personnes aujourd'hui continuent à porter la croissance du secteur des assurances avec une croissance de 12,8%. Ça, c'est l'ensemble du secteur. C'est l'ensemble du secteur. On en arrivera à Messervie. Après, vous êtes au-dessus de la moyenne de votre métier ? On est on va dire, on est dans la moyenne. On est dans la moyenne aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs éléments d'information qu'il faudra que nous allons développer et qui vont expliquer un peu cette légère stagnation. C'est-à-dire qu'on était habitué à des taux de croissance de 20, 25. C'est normal aussi parce qu'on évolue chaque année et donc cette évolution se ralentit au fur et à mesure, mais c'est pas exponentiel. C'est-à-dire, si vous prenez une société qui a commencé l'année dernière et qui fait une croissance de 3 chiffres cette année, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, elle aura une croissance à 1 chiffre ou 2. Mais en tout cas, ça se passe très bien, effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est le secteur des assurances de personnes, j'en parle parce que je suis vice-président de l'UAR aussi, donc je défends un peu ma paroisse, c'est quand même 1,5 milliard de dinars de production additionnelle par rapport à l'année dernière pour tout le secteur. Donc ça se porte bien et surtout le fait marquant, c'est qu'il y a aujourd'hui un phénomène qui fait que les assurances de personnes portent la croissance et soutiennent la croissance de tout le marché. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à terme, on peut extrapoler, c'est que les assurances de personnes vont à terme être le secteur qui lead le marché des assurances, en Algérie du moins. Alors, puisqu'on a évoqué le secteur, on va rester quelques minutes sur le secteur. Monsieur Abdelhakim Soufi, le secteur a fait 2% de croissance en 2017. Et il est bien en dessous, évidemment, de la croissance moyenne de l'assurance aux personnes. Est-ce que vous considérez que c'est bien qu'aujourd'hui, l'assurance des personnes soit devenue un peu la locomotive du secteur, un secteur qui, en fait, stagne à 2%, on ne peut pas le dire autrement. Vous parlez du global. Du global, oui, effectivement. Bon, d'abord, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'en tant qu'acteur du marché des assurances de personnes et acteur aussi du marché dans sa globalité, c'est extrêmement intéressant de voir que les assurances de personnes prennent le lead. Ça, c'est de 1. De 2, qu'ils portent la croissance de tout le marché, c'est encore mieux. Et ça démontre que tous les gérants et tous les PDG et DG des compagnies d'assurance de personnes ont fait véritablement un vrai gros travail qui a permis d'arriver à ces résultats-là. Maintenant, si vous voulez qu'on arrive à parler du secteur des assurances dommages, pourquoi cette stagnation ? On pourrait en parler aussi. On va en parler dans quelques minutes, mais déjà pour illustrer un petit peu cette importance, ce lead qui est en train d'être pris par l'assurance des personnes, l'année dernière, vous représentiez entre 12 et 13% du chiffre d'affaires de SIAR, qui est un peu votre maison mère. Ouais. Est-ce que ce ratio a augmenté ? Ah oui, il a augmenté parce que, regardez, au départ, en 2011, on avait pris un portefeuille de la maison mère SIAR qui était en assurance de personnes, qui était évalué à 250 millions de dinars. Aujourd'hui, on est à 1,5 milliard de dinars de chiffre d'affaires, 700% d'augmentation en 7 ans. C'est remarquable. Et on est en train de faire un vrai travail. Donc, on a ouvert, qui se traduit par l'ouverture de plusieurs canaux de distribution. On avait le canal habituel qui était celui du réseau de la SIAR, avec laquelle on s'était conventionné, parce que c'est quand même 2 entités totalement différentes. Messervie et SIAR, c'est 2 entités différentes. C'est voulu et apprécié par le législateur. 187 agences, 183 agences l'année dernière. Alors, 193 cette année, 203 dans quelques mois.
Donc là, on est vraiment en train de faire notre propre réseau. Et puis actuellement aussi, il faut savoir qu'on a passé des conventions avec d'autres compagnies qui doivent être avalisées par la commission de supervision des assurances et qui nous permettraient à terme, on a parlé avec les gens d'Allianz, on a parlé avec les gens de la gamme, on parle avec tous ceux qui veulent bien bénéficier aussi du professionnalisme de Masservy, parce qu'il y a du professionnalisme derrière, on en parlera après, mais aujourd'hui, si on arrive à faire tout ça, effectivement, ça permettrait d'abord de combler un vrai déficit par rapport aux autres compagnies dommages qui n'ont pas de compagnie d'assurance vie. Donc ça leur permettrait de gagner des sous, puisqu'en fait on les rémunère et on rémunère leur réseau. C'est un enrichissement pour eux, quelque part, même en termes de technologie. Deuxièmement, il faut savoir que ça nous permettrait aussi d'être la compagnie avec une densité, avec la plus grande densité de réseau au Maghreb. Si on arrive à conclure ces deals-là. Maintenant, il y a la commission de supervision qui doit valider certaines conventions. On attendra le temps qu'il faudra et on a cette patience. La commission de supervision, vous n'êtes pas suspecté de devenir un monopole sur l'assurance des personnes quand même? Alors, il n'y a pas d'abus de position dominante, parce que s'il y avait un abus de position dominante, je n'aurais eu besoin de personne aujourd'hui, parce que effectivement, j'aurais pu être le leader, nous aurions pu être le leader en assurance de personnes, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des canaux de distribution qui sont exclusifs à certaines compagnies. Et nous n'avons que les yeux pour pleurer. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on aurait dû travailler avec les banques. Or, les banques publiques travaillent avec les entreprises publiques et les banques étrangères travaillent avec les compagnies étrangères. Ce qui est normal, mais bon. Pour nos amis auditeurs, on peut leur faire comprendre pourquoi c'est important de travailler avec une banque. La banque, quand on se présente à une banque et qu'on souscrit un crédit, la banque demande toujours d'assurer les personnes qui souscrivent au crédit et donc passe par un assureur des personnes. Mais voilà. Et vous n'avez pas de partenaire banque? Non, on n'a pas de partenaire bancaire à proprement parler, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est une part importante dans le portefeuille de l'assurance vie? Non, ce n'est pas une part importante, mais c'est une part qui est stratégique. Elle n'est pas importante, elle est stratégique. Nous, aujourd'hui, on est leader sur l'assurance voyage. On commence à avoir un phénomène de croissance très, très poussé sur l'assurance groupe. C'est-à-dire que les sociétés nous font confiance pour pouvoir gérer toute la partie maladie assistance de leurs collègues, de leurs employés, de leurs collaborateurs. On fait du tiers payant. On est en train de quasiment, en grande partie, travailler très étroitement et financer les infrastructures de soins locales. Donc, je veux dire, il y a un gros travail qui est fait. Mais actuellement, on a un vrai problème avec les banques. Aucune banque ne veut travailler avec nous parce qu'elles ont déjà des conventions. Mais attention, vous allez me dire, mais M. Soufi, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent aussi. Bon, je vous dis oui, mais quand vous avez des réseaux comme des banques qui n'ont pas de partenaires assureurs. Non, qui ont des partenaires assureurs, mais qui ont un réseau extrêmement dense. Je parle de plusieurs banques publiques. Vous avez la BEA, vous avez la CNEP, vous avez la BDL, vous avez l'ABADRE. Ils travaillent plus ou moins avec des compagnies d'assurance de personnes, mais ils leur donnent tout leur réseau. Tout le réseau qui se compte en centaines d'agences. Je ne demande pas à avoir un réseau bancaire en entier. Je demande à avoir la partie ouest, la partie est, la partie centre. Mais il faut qu'on travaille ensemble, d'autant plus que c'est des entreprises publiques. Et donc, elles sont soumises à un cahier des charges et elles sont soumises à une obligation qui a été voulue par le président de la République et le Premier ministre, notamment dans son interview d'hier, qui dit qu'il faut aider les PME, PMI algériennes locales pour pouvoir se développer. Je ne dis pas que je suis une PME, PMI algérienne, mais je dis que je suis une compagnie d'assurance qui, aujourd'hui, a besoin d'un réseau bancaire. Donc, je le demande parce qu'en même temps, j'ai des prix qui sont concurrentiels et j'ai une méthodologie de travail avec une technicité, une technologie qui n'a rien à envier à qui que ce soit. Abdelhakim Soufi, on va dire les choses clairement. Oui. Il y a toujours un effet d'éviction. Le public travaille avec le public et écarte le privé algérien. Non, il y a un effet... Vos collègues le disent. Ils ont le droit de le dire. Je respecte leur avis. On a vu des appels d'offres où on a rechangé le cahier des charges pour ajouter au capital social de ceux qui souscrivent, faire en sorte qu'une compagnie d'assurance privée ne puisse pas obtenir un marché. On l'a bien vu, ça. Oui, alors, cher monsieur, je vais vous rappeler juste une petite chose. Ce dont vous êtes en train de parler, c'est quelque chose où j'ai joué, Masservy, nous avons joué un rôle important puisque nous avons été parmi les signataires avec Allianz Assurance d'une lettre et Salama aussi, d'une lettre qu'on a envoyée, que nous avons adressée à son Excellence Monsieur le Premier ministre.
C'est-à-dire, c'est pas quelque chose. Je suis pas en train de faire de jouer avec les mots, mais nous avons absolument déclaré qu'il y avait un effet d'éviction du privé, qui s'est, à mon sens, moi, à mon niveau, ça ne s'est plus reproduit. Il y a eu une volonté de la part du législateur et du Premier ministre de dire non, on n'a pas fait de note en ce sens. Ce n'était pas ça qu'on voulait demander. Lui, la note qu'il avait faite était une note où était écrit en arabe « El-Sharika el-Wataniya ». Et ça a été interprété Sharikat al-Umumiyya. Bon, par nos administrateurs. Les entreprises publiques. Par nos fonctionnaires. D'accord, bon, ça s'est réglé. Donc, pour dire C'est vraiment réglé. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il y a encore des avis d'appel d'offres qui sont un peu tendancieux. Mais au moins, on a eu le mérite d'en parler. Et puis, il y a un effet aussi dont il faut que je parle. C'est qu'aujourd'hui, on a notre place. On a notre place parce qu'on nous écoute. Moi, je dis aujourd'hui qu'au niveau du ministère de la Direction des Assurances, on a été reçu 3 ou 4 fois pour parler de ce type de sujet-là. Et ils ont travaillé dessus. Et ils ont envoyé des notes. Et Monsieur Clifati, moi-même, Monsieur le président de l'UAR, qui est le président de l'ACAR, qui est quand même public. Hein, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Donc, on a vraiment travaillé sur ces sujets-là. Et ça s'arrange. Mais ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Mais il y a encore des... Mais je vais vous dire la vérité. Entre nous, juste une chose. Je vais vous dire la vérité. Moi, les entreprises publiques, pour moi, sincèrement, au niveau de ma servie, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les entreprises publiques font des avis d'appel d'offres où on parle du moins-disant. Moi, je ne veux pas être le moins-disant. Moi, je veux être le mieux en termes de qualité. Si vous voulez, vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur. Si vous voulez aujourd'hui avoir un service de qualité, il va falloir le payer. Parce que vous avez des droits et des obligations. Et moi, j'ai des devoirs vis-à-vis de mon client. Aujourd'hui, je ne peux pas. Il faut le dire tant aux compagnies d'assurance qui font du dumping aussi, certaines, et des sociétés clientes qui, elles, adorent faire ce genre de choses dans le sens où ils essayent de tirer vers le bas les prix, mais on en parlera plus tard parce que c'est un sujet à part. Mais aujourd'hui, c'est simple. Vous voulez un travail de qualité, eh ben vous payez le prix. Vous voulez être payé en temps et en heure, on le fera. Aujourd'hui, j'ai des clients qui, et j'en suis ravi, qui me font confiance parce qu'ils me disent oui monsieur Soufi, oui ma servie, nous vous payons le prix que vous avez demandé et nous exigeons d'avoir des délais contractuels de règlement. Et nous, de notre côté, on leur dit merci messieurs, et on les respecte, et on respecte ces délais. Alors, vous n'êtes pas inquiet pour la croissance du voyage? Il y a des tensions sur les visas dans la zone Schengen en ce moment. Vous revendiquez 25% des parts de marché de l'assurance voyage. Ça se passe bien. Enfin, si on ne va pas en Europe, on peut aller ailleurs pour les Algériens. Bien sûr, on couvre le monde entier. Mais aujourd'hui, il y a des tensions. Vous parlez des tensions, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre TLS et VFS, c'est ça? Notamment, mais entre Alger et Paris. Il y a le taux de refus des visas a augmenté beaucoup en 2018. Alors, vous savez, ça, c'est un point de vue. La question, c'était est-ce que ça vous inquiète ou pas? Voilà. Moi, pour votre chiffre d'affaires, c'est pas... Moi, je vais vous dire, tout ce qui peut altérer le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance, évidemment, ça m'inquiète. Évidemment, ça serait hypocrite de ma part et même mensonger de ma part de dire que ça ne m'inquiète pas. Mais aujourd'hui, il y a à peu près quelque chose comme 400 000 demandeurs de visa par an. On est arrivé à un moment où il y a eu un transfert entre TLS et VFS. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire, je revendique 25-30% de parts de marché. Ça m'inquiète pas autant que ça, mais à nous aussi, parce que à nous aussi de trouver toutes les manières pour s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, les visas ne sont pas octroyés. J'ai pas vu cette tendance. Les visas sont octroyés. Maintenant, est-ce que les durées de visas sont les mêmes qu'avant? Je ne le pense pas et je ne le crois pas, effectivement. Ça veut dire que nous, on n'est pas touchés. Les visas sont donnés. Mais c'est les durées de visa qui ne sont pas les mêmes. Et là, je vais vous dire même mieux, au contraire. Parce que si vous donnez un visa de 5 ans et que le monsieur que mon client prend une assurance d'1 an, il la prendra une fois par année. Maintenant, si le visa est de 2 ans et qu'il doit voyager 4 ou 5 fois, il viendra prendre du 6 mois et du 1 an plusieurs fois au niveau des compagnies d'assurance. Donc, je veux dire, vous allez quand même pas tourner à votre avantage la réduction des durées des visas, si. La réduction des durées de visa tourne à l'avantage des compagnies d'assurance de personnes. Ça, je veux vous le dire. Mais... Alors, puisqu'on parle de l'assurance de voyage, il y a une possibilité pour vous d'étendre votre offre à l'international en assurant ceux qui viennent en Algérie? Alors, vous êtes bien
renseigné, ouais, effectivement. Nous, aujourd'hui, on est en train de travailler sur quelque chose qui nous semble être révolutionnaire, puisque ça sera la première fois qu'une compagnie d'assurance, une cédante à proprement parler, puisse vendre ses produits à l'étranger. En fait, on est en train de mettre en place aujourd'hui une solution qui permettrait de couvrir les étrangers en assurance voyage qui viendraient en Algérie. Il n'y en a pas des masses, on est bien d'accord, mais c'est le concept qui est intéressant. Les étrangers, les non-résidents plutôt. Les non-résidents et les étrangers, je veux dire, parce que... Mais il y a plus de non-résidents que d'étrangers. Absolument. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a obligation qui est faite autant par le consulat général de France en Algérie pour prendre, par exemple, dans le dossier dans la constitution de dossier du visa, il faut l'assurance voyage. La même chose, la même obligation est donnée par les consulats algériens à l'étranger. Sauf que aujourd'hui, c'est un marché que nous n'avons pas vu et c'est un marché que nous comptons explorer aujourd'hui. Comment ? C'est-à-dire que maintenant, puisqu'on a une plateforme de souscription électronique, donc sur Internet, pour moi, dans ma conception, on est devenu une véritable multinationale. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec les gens des cartes Visa et Mastercard pour pouvoir nous certifier et pour pouvoir avoir les API et afin de les placer sur notre site web. Et on s'est engagé et on s'engage, et c'est ce que je dis au fur et à mesure de l'évolution de ce projet, c'est que je m'engage, et là, devant vous, sur vos ondes, je m'engage à ce que si on arrivait à trouver un accord avec le ministère des Affaires étrangères pour dire au niveau des consulats à tous les demandeurs de visa pour l'Algérie, de leur dire si vous voulez souscrire à une assurance voyage, allez sur Internet. Je ne demande pas l'exclusivité, je demande ça pour toutes les compagnies d'assurance. Je suis moi-même vice-président de l'UAR qui s'occupe de ce genre de ce secteur-là, mais de dire allez sur Internet, allez visiter les sites web des compagnies d'assurance algériennes. Elles ont la solution pour pouvoir payer en devises étrangères. Et nous, je m'engage, si le ministère des Affaires étrangères fait ce travail-là et si on arrive à collaborer ensemble, moi je m'engage à récupérer les sous, les bénéfices fruits de cette opération, de cette souscription en devises. Je m'engage à les prendre en dinars, à 100% en dinars sur mon compte en Algérie. Qu'on s'entende bien, M. Abdelhakim Sofi, quand vous dites je m'engage à les récupérer à 100% en dinars pour aider la Banque d'Algérie. Non, j'aide pas la Banque d'Algérie. Je suis un opérateur économique vous ne le dites pas en tant que vice-président de l'UR, vous le dites en tant que président de Massielvi. Ah, je le dis pour les deux. Vous ne pouvez pas imposer à vos collègues de l'assurance vie de récupérer cela. Non, je donne un conseil. Maintenant, tout le monde est libre de faire. La loi est là et la loi s'applique. C'est 50-50. On a le droit de les recevoir à 50% en dinars, 50% en devises. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de les prendre à 100% en dinars. Et de toutes les façons, quel que soit le résultat de ce qui va se passer, il est vraiment et certainement mieux de les prendre en dinars qu'en devises, parce qu'on n'a pas grand-chose à faire avec ces devises-là au niveau de notre compte devise en termes de compagnie d'assurance. Je sens que vous allez faire râler quelques-uns de vos collègues de l'assurance vie qui aimeraient bien les prendre quand même en devises à 50%. Je ne vois pas ce qu'ils en feront, à part payer des abonnements et payer des symposiums. Je ne vois pas ce qu'ils en feront. Alors, mais maintenant, ils sont libres. Peut-être développer des produits comme la santé internationale. Vous avez besoin. Vous êtes depuis longtemps sur la brèche de ce service-là. Vous n'êtes pas arrivé à le faire accepter aux autorités algériennes. On va en dire un mot. Mais peut-être qu'il y aura besoin de devises pour développer ce service aussi. Alors, cher monsieur, il y a des techniques assurantielles qui font que vous n'avez pas besoin de devises. Vous avez besoin d'envoyer les primes au réassureur et c'est le réassureur qui, lui, paye directement ou envoie des prises en charge au niveau des hôpitaux ou au niveau des cliniques privées. Enfin, bref, des infrastructures de soins. C'est du dinar convertible. C'est du dinar convertible par le truchement de la réassurance. Mais aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que nous sommes des compagnies d'assurance algériennes dont les produits produisent des effets et couvrent des conséquences pécuniaires au niveau santé, enfin bref, au niveau des sinistres, qui couvrent des sinistres en Algérie. Donc on n'a rien à faire à l'étranger. Maintenant, si on a cette opportunité de pouvoir capter de la devise et d'être un opérateur qui est capable de faire évoluer les choses et même d'étonner nos propres institutions publiques, c'est-à-dire notre gouvernement, notre ministère, etc. On est des privés. Aujourd'hui, moi, personnellement, je vous parle en tant que privé. Et je vous dis qu'il y a cette capacité parce que je veux montrer aux gens, je veux montrer aux opérateurs économiques en Algérie, je veux montrer à notre gouvernement, je veux montrer à nos institutions que vous avez des gens
qu'on a des gens ici en Algérie qui sont capables de ramener de la devise, chose qui n'a jamais été faite sur les compagnies d'assurance en termes de produits, pas en termes de cession, acceptation internationale, etc. Ça, c'est autre chose, c'est du domaine de la réassurance. Mais en termes de produits, nous sommes capables, rendez-vous compte que nous sommes capables à partir d'Internet, parce qu'on existe sur le web, parce qu'on a une plateforme électronique qui a été validée par le GIO monétique, par la SATIM, etc. On est capable maintenant de dire sur simple mise en place d'un processus d'authentification des paiements, de pouvoir capter de la devise à l'étranger, alors que nous sommes, sans avoir ouvert de bureau à l'étranger, et alors que nous sommes ici en Algérie. C'est quand même impressionnant, je veux dire. Ça peut être impressionnant, mais est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un montant quand même relativement marginal? Est-ce que vous avez fait des chiffrages? Est-ce que vous avez estimé ce marché? Je vais vous dire. Aujourd'hui, il n'est pas question de chiffrage, monsieur. Aujourd'hui, je ne suis pas en train d'essayer de gagner des bénéfices ou de gagner de l'argent à travers les devises. Non, monsieur. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est capable de faire de grandes choses. Aujourd'hui, je me veux être optimiste optimiste et surtout virulent dans le bon côté des choses, innovant. Je veux montrer qu'on est capable, à partir de l'Algérie, parce qu'on est installé en Algérie, qu'on peut aller sur 197 pays dans le monde parce qu'on est sur Internet. C'est ça qui est magnifique. D'accord. Maintenant, Walou Ikoun, 1 000 €, je vous le dis, c'est pas ça qui va faire changer la croissance de notre entreprise. C'est un état d'esprit. C'est allez, on est capable de le faire, on peut le faire, c'est le bon moment. Voilà. Pourquoi pas? Alors, optimiste, vous avez prononcé le mot. Vous l'aviez été déjà en 2016 concernant la santé internationale. Vous l'étiez encore l'année dernière. Vous nous disiez les autorités algériennes vous ont demandé de développer ce service-là d'abord en Algérie, de venir un peu à la rescousse de la classe. C'est vous qui avez appelé à jouer à ce rôle-là. Et depuis une année, est-ce que vous êtes aujourd'hui plus fixé sur le destin de ce produit? Non, il est toujours suspendu. Mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tension énorme sur la CNAS. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a encore des Algériens qui partent à l'étranger pour se faire soigner et payer avec leurs propres données ou les données de leur famille, etc. Bon, aujourd'hui, il y a ce produit-là. Alors, au-delà de parler de se faire soigner à l'étranger, etc., il faut déjà comprendre que le produit santé internationale, comme je vous l'ai dit et comme je le dirai chaque année, ce produit en santé internationale, je ne vais pas vous passer les 13 raisons qui font qu'il est important de commercialiser ce type de produit. Je vais vous en donner 2. 1, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale des compagnies d'assurance de personnes qui vendraient ce type de produit, parce que c'est un produit qui répond à une demande exponentielle du marché algérien des assurances de personnes et de la clientèle algérienne. Donc ça, c'est de 1. De 2, l'assurance santé internationale permet aussi de faire rentrer de la devise, puisqu'il paye aujourd'hui, l'Algérie est dans le monde, c'est une assurance santé internationale. Ça veut dire que quelqu'un qui souscrit aujourd'hui à une assurance santé internationale et qui se fait soigner ici en Algérie, l'infrastructure de soins recevra ses fonds à travers le réassureur qui payera le sinistre. Donc je veux dire, il y a toutes les raisons, je vous en ajoute une troisième, c'est la captation de l'épargne, c'est cette captation de l'argent qui se trouve dans les ménages. Aujourd'hui, la santé internationale, c'est un produit qui est capable de réorienter une partie de l'épargne des individus et donc de diminuer la masse monétaire en circulation et donc, par conséquent, au niveau marché, de diminuer l'inflation. Monsieur Soufi, vous avez cité 3 raisons pour souscrire, pour accepter, pour lever la suspension sur la santé internationale. Absolument, c'était moi juste une raison pour laquelle les autorités refusent de lever cette suspension. Ils refusent de lever cette suspension parce qu'il faut, comme cela a été écrit, il faut absolument aider, en termes de compagnie d'assurance, mettre en place des produits qui permettraient de financer les infrastructures de soins locales algériennes et de mettre en place de nouveaux produits pour la médecine, pour les infrastructures de soins et pour la clientèle algérienne, en local. En quoi c'est contradictoire ? C'est pas contradictoire, c'est simplement un mouvement de devise ou un mouvement de fonds qui doit être concentré en Algérie et non vers l'étranger. Mais il va falloir qu'on y arrive un jour ou l'autre. Je vois pas pourquoi nos voisins marocains et tunisiens ont ce type de produit et nous on l'a pas. On l'aura de toutes les manières, on l'aura. Et c'est une réflexion qu'on a au niveau du ministère. On en a parlé pas plus tard qu'il y a quelques semaines. On en a parlé et ça évolue doucement mais sûrement.
Vous restez optimiste? Je reste optimiste parce que, regardez, dans quelques semaines, on a envoyé un produit au niveau du ministère des Finances, un nouveau produit qui permettrait d'avoir un médecin à domicile, H24, 7 jours sur 7, avec les médicaments et sur simple appel téléphonique. Bon, c'est du SAMU privé, quasiment. C'est un superbe produit qui répond justement à la problématique qui avait été initiée par le législateur, par le directeur général du Trésor, qui avait dit on suspend la santé internationale jusqu'à qu'on trouve les moyens de trouver un produit ici local. Il est là, il existe. Ça y est, on attend. Massilvi n'est pas le seul à le développer. Alors, Massilvi va être la seule à le mettre sur le marché. Pour autant, aujourd'hui, maintenant, j'appelle tous mes collègues à faire de même. Je pense que peut-être qu'il y a aussi des initiatives pareilles de part et d'autre, mais on n'a pas ce type d'informations. On fait du benchmarking, mais on n'a pas ce type d'informations. Bon, mais aujourd'hui, ce produit va sortir. On va le laisser mûrir, on va le laisser maturer, et ça va arriver, ça va évoluer. Et ensuite, on va encore remettre sur la table la santé internationale. Simplement, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on a souvent tendance à dire que les institutions publiques, le législateur ne laisse pas évoluer les compagnies d'assurance au rythme auquel elles devraient évoluer, etc. Aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, on doit faire avec. Alors, pour faire avec, il faut avancer. Et il faut mettre en place... Il faut, en tout cas, c'est ce que je m'oblige à faire. Je ne veux pas, à chaque fois, me torturer l'esprit à me dire pourquoi. Non. Moi, je veux ramener des solutions. Voilà, il y a un problème, j'ai ramené une solution, ça ne marche pas, j'en ramènerai une autre, ça ne marche pas, j'en ramènerai une autre. Je ne lâcherai pas jusqu'au moment où, Brabbi Inch'Allah, et ils le savent. Le pire, c'est qu'ils le savent, et ils savent que c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce que c'est la période qui n'est pas bonne? Est-ce que c'est le moment qui n'est pas encore idoine? Mais on va y arriver, moi j'en suis convaincu. Alors, j'aimerais retrouver votre optimisme, Abdelhakim Soufi, concernant la guerre des prix que se livrent les assureurs. C'est affreux. Voilà, au niveau de l'UAR, vous êtes vice-président, j'imagine que vous en parlez aussi, vous êtes lié à SIAR, qui est votre maison mère. Oui. Vous dites, il y a eu cet accord il y a 3 ou 4 ans sur l'arrêt du dumping, sur une barrière au-delà de laquelle il ne pouvait plus y avoir de ristourne, qui a été un peu respecté les premiers temps, puis qui a été explosé carrément. Et puis le respect du paiement au moment de la signature du contrat. Sauf convention contraire. Sauf convention contraire, cette disposition-là qu'il faudrait retirer parce que elle fait tout tomber. Absolument. Vous dites quoi au niveau de l'UR? Qu'il faut un tarif plancher, qu'il faut changer, qu'il faut secouer le cocotier. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Très simplement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde est en train de dire, oui, il y a une crise à cause de l'importation des véhicules, enfin la cessation de l'importation des véhicules, etc. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de croissance, ou du moins il y a une toute petite croissance qui ne répond pas à la réalité factuelle des compagnies d'assurance et de leur activité, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez de clients. C'est parce que nous sommes en train, pour les compagnies dommages, nous sommes en train de se faire une guerre des prix. Ça veut dire que la volumétrie des primes, la volumétrie du chiffre d'affaires est en train de diminuer. Parce que vous diminuez vos prix. C'est logique, c'est mécanique. Maintenant, nous, ce qu'on a fait avec et surtout ce qu'a initié le président de l'UAR, M. Kessali, président de la CAR dans le même temps, il a dit, écoutez, on va faire un accord dans lequel il y a un tarif plancher. C'était l'accord qu'on avait fait il y a 4 ans, qui n'avait pas été respecté. Mais maintenant, on a fait un nouvel accord, on a mis en place un nouveau process qui dit que toutes les compagnies d'assurance ont un tarif plancher qu'elles n'ont pas le droit de dépasser. Et si elles le dépassent, preuve à l'appui... Elles n'ont pas le droit de passer en dessous. Absolument. Et si elle passe en dessous et qu'on a la preuve qu'elle est vraiment passée en dessous, il y a ce qu'on appelle on appelle ça... un malus dans votre jargon, c'est un malus. Non, c'est pas un malus. Non, là pour les compagnies d'assurance, du coup, c'est pas un malus, c'est une sanction qui est parce que le dossier sera pris et sera déposé au niveau de la commission de supervision qui, elle, tranchera par un blâme, un avertissement, et ça peut aller jusqu'au retrait d'agrément d'une compagnie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les compagnies d'assurance, c'est le destin. C'est vraiment, et je pèse mes mots, c'est le destin de tout le secteur financier, notamment dans le domaine des assurances, qui est en jeu. On continue comme ça, on va avoir une tragédie où on aura une compagnie qui ne sera pas capable de payer ses sinistres. On continue comme ça, on risque
ce genre de tragédie sur le marché. Donc c'est très urgent d'agir et c'est pour ça que l'UAR a pris ses responsabilités avec le vice-président M. Khlifati, le président lui-même de l'UAR, le ministère qui a parfaitement compris les enjeux et moi-même donc, pour faire le tout. Donc aujourd'hui, vous allez voir que si cet accord, parce qu'il doit passer par l'accord préalable de la commission de supervision, c'est normal, on envoie tout au niveau du ministère, il l'avalise. Dès que c'est avalisé, et on a grand espoir que ça soit avalisé, parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de tout le monde, dès que ça va, vous allez remarquer que la croissance, elle ne sera pas à 2%, mais elle sera bien à 5, 6, 8, voire 10%. On se remettra à réoccuper la volumétrie du marché des primes. Alors, j'ai quand même envie de m'arrêter 30 secondes sur ce sujet, parce que c'est un sujet récurrent dans le risque systémique, dans le risque systémique que traîne avec lui le secteur des assurances. Il nous inquiète, nous, parce que nous sommes des clients du secteur de l'assurance, et que donc on a toujours peur d'un jour de se réveiller le matin et ne plus être couvert par son assureur pour les différents sinistres pour lesquels on a souscrit une police d'assurance. Qui est le mouton noir qui tire un peu vers le bas dans cette guerre des prix? Il y en a qui disent que c'est le secteur public qui veut préserver son portefeuille traditionnel et donc voilà, et c'est les grandes assurances et le secteur est toujours sous le monopole des grandes assurances. Alors, dire que c'est les compagnies publiques, ça serait le privé le fait autant. Ça serait hypocrite de ma part. Dire que c'est le secteur public, ça serait hypocrite. Dire que c'est que le secteur privé, ça serait mensonger. Aujourd'hui, j'ai une position qui est simple et qui est claire. Aujourd'hui, on est en train de faire n'importe quoi sur les prix, tous comme on est. Attention, hein, je parle de gens qui sont mes pairs, que je respecte énormément. La concurrence crée l'émulation. Mais à un moment donné, on est parti tout azimut. Et en fait, je vais vous dire, lorsque le client a 2 propositions en face de lui, et qu'il fait, pour lui, dans sa tête, il fait jouer la concurrence. Et que nous, on n'a pas cette capacité de s'unir et de dire non. Au-delà en dessous de ce tarif-là, c'est même pas les tarifs de réassurance. C'est-à-dire que je ne peux même pas payer mon réassureur avec ces tarifs-là. Il y a une maturité à avoir de tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés, ou même le client. Je veux dire, le client, il faut bien qu'il comprenne que le moins-disant n'est pas celui qui va lui ramener le meilleur service. Vous avez eu des gens qui ont payé peanuts, rien du tout. Ils ont payé leur prime d'assurance, et bien ils n'ont pas été remboursés sur leur sinistre. Faut pas s'étonner. Il y a une maturité du gestionnaire de l'entreprise cliente, et il y a une maturité aussi de nos agents généraux, des directions générales, qu'elles soient compagnies publiques ou privées. Alors, il y a 2 pistes éventuellement qui peuvent... évidemment, le travail du régulateur qui doit empêcher cela. Vous en avez dit un mot avec ce prix plancher qui devrait être... ce tarif plancher qui devrait devenir une règle d'or dans votre système. Avec la sanction qui l'accompagne. Avec la sanction qui l'accompagne. On va s'intéresser à ça pendant les mois qui suivent et on va voir comment ça va. Ça va être respecté ou pas par les acteurs de la place. Il y a aussi le travail sur vos prestations, vos services, vos coûts. Et dans on va dire, ce challenge de la performance, il y a la digitalisation. Oui. Alors moi, je voulais avoir votre avis sur une phrase qui a fait beaucoup parler ici, prononcée par un autre vice-président de l'UAR, M. Hassan Khlifati, qui a dit que pour développer des services digitaux donc avec Allianz Assurance, il avait besoin d'un backbone, d'un réseau, d'une infrastructure performante à la hauteur. Et il dit que Algérie Télécom, que le secteur des TIC en Algérie ne lui permet pas de le faire. Ce secteur est en retard, c'est le mot qu'il a prononcé et qui a fait plus ou moins réagir notamment les acteurs de ce secteur-là. Est-ce que vous êtes satisfait des prestations de l'infrastructure digitale en Algérie qui vous permettraient éventuellement de développer des services digitaux en temps et en lieu dans le numérique? Alors moi, je vais vous expliquer juste une chose. Dire que rien n'a été fait, dire que nous sommes extrêmement en retard, dire que, je vous parle factuellement, dire que ça ne va pas du tout dans ce domaine-là, il a le droit de le dire, hein, c'est un ami, c'est le PDG de la compagnie. On peut illustrer pour nos amis auditeurs. Hein. Exemple, quand c'est la lourdeur des paquets. Voilà, la lourdeur. Quand on a envie de faire une expertise à distance, ne pas se déplacer, on transfère des photos du sinistre, les photos ne passent pas, et donc il faut se déplacer physiquement. Donc ça alourdit toute la mécanique, ça fait des coûts supplémentaires, etc. C'est un exemple, c'est une illustration où la faiblesse de la prestation de la connectivité, qui est de l'ordre qui est de la responsabilité des TIC en Algérie, entraîne une faiblesse de la prestation. C'est une réalité, il vous l'a dit, c'est factuel.
Non, je voulais avoir votre avis. Vous, mon avis, je considère que c'est... Est-ce que ça vous gêne déjà, vous, dans votre activité? Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité. Moi, personnellement, je peux vous montrer la preuve. Moi, j'ai une preuve. C'est factuel. J'ai une preuve. Sur mon smartphone, j'ai toute l'activité de mon entreprise qui est en temps réel. Aujourd'hui, on est une compagnie qui est capable aujourd'hui sur smartphone, sur tablette et sur ordinateur d'avoir l'ensemble de l'activité en 3G. En 3G. Je dis pas en 4G. Je parle pas... Attendez. Moi, j'ai des annonceurs. Enfin, je suis obligé. J'ai des annonceurs dans le portefeuille des annonceurs qui a dans les différents médias que nous éditons à Interface Média. Mais je vais le dire. La 3G ne fonctionne pas en Algérie, il faut arrêter. Elle fonctionne très mal en Algérie. Elle fonctionne très mal. Monsieur. Là où nous sommes ici, elle ne fonctionne pas bien. C'est valable pour les 3 opérateurs. Il ne faut pas qu'on s'accorde d'histoire. Non, mais attendez. Mais moi, je vous dis, ça marche chez moi. Ma plateforme électronique, ça fonctionne. Elle représente 1%. Aujourd'hui, on a commencé en mars 2017. Aujourd'hui, nous sommes en avril 2018. Ma plateforme électronique, notre plateforme électronique de paiement sur Internet, elle est évaluée à 1% de mon chiffre d'affaires. 1%, 1,8% de mon chiffre d'affaires. Mais effectivement qu'il y a des problèmes. Il y a des endroits qui ne sont pas couverts. Il y a des endroits qui sont pas, où il n'y a pas du tout de connectivité ou de connexion. Ce que vous dit, monsieur Khlifati, il ne vous parle pas d'Alger. Et puis l'Algérie, ce n'est pas Alger. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que vous avez de la couverture à Tamanrasset, par exemple, ou même dans d'autres, pas loin, à 100 km, 150 km, sur certains tronçons, il n'y a pas. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, vous savez pourquoi il vous parle comme ça, M. Khlifati? Parce que M. Khlifati, aujourd'hui, il vous dit qu'il a 300 ou 200 agences réparties à travers tout le territoire national qui doit connecter. Ça coûte hyper cher. Ça, c'est un volume de transfert d'informations qui est énorme. C'est un coût qui est énorme. Et donc, effectivement, la démocratisation de la connectivité n'est pas encore au rendez-vous, effectivement. Mais ça fonctionne. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Moi, à mon niveau, à peu près 203 agences dans quelques semaines, dans quelques mois, ça fonctionne. Aujourd'hui, mes agents généraux travaillent directement online. Alors, comment vous envisagez de devenir encore plus performant, on va dire ça comme ça, en utilisant les services digitaux? Par exemple, lors de la dernière émission que vous êtes passée, vous avez fait une allusion à du profiling que vous faisiez sur votre base vos data, sur vos clients, leurs besoins, etc. On ne va pas dire que vous utilisez les services de Cambridge Analytica, mais vous êtes obligé de travailler aussi comme ça pour savoir quels sont les risques de votre portefeuille client et comment vous pouvez y répondre. Bon, alors, je vais être très clair avec vous. C'est une stratégie qu'on met en place qui s'appelle une stratégie inbound marketing. Donc, cette stratégie vous permet de travailler sur sur votre clientèle. Mais attention, on est bien loin. Mais alors là, très, très loin de ces histoires de Facebook, etc., etc. Pas du tout. Non. C'est juste mettre en place un CRM qui permettrait de mettre un écosystème tellement agréable aux clients, par le SMSing, par le mailing, par le rappel de ses échéances, par le rappel de l'évolution de la constitution de son dossier sinistre, du niveau de remboursement de son dossier sinistre, de la fluidité d'information entre nous et le client. Donc voilà, c'est plutôt ce qu'on appellerait mettre en place un Customer Relationship Manager, un CRM, qui soit assez puissant pour pouvoir se rappeler au bon souvenir du client et surtout que le client puisse se dire, écoutez, en termes d'assurance, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. J'ai besoin de rester avec ma servie. Vous voyez ça? J'ai besoin de rester avec ma servie. Se rappeler au souvenir du client, c'est aussi savoir ce qu'il est en train de faire. Se rendre compte, par exemple, qu'il va bientôt partir en voyage et lui rappeler que ce serait bien qu'il revienne s'assurer chez vous. Alors, cher monsieur, c'est pas du tout lui imposer des messages subliminaux pour qu'il revienne souscrire chez nous. Non. Ça se fait normalement. Notre assurance véhicule, non. Pour le dommage, quand il y a des rappels. Voilà. Donc, on est quand même dans une tradition. Pourquoi je suis prudent? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une désaffection des réseaux sociaux et une volonté de ne pas être surveillé ou épié. C'est pas du tout ça. Donc c'est vraiment, il faut vraiment mettre les choses sont totalement séparées. C'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Ce qui s'est passé, c'est Facebook avec Cambridge Analytica, etc. Et puis c'est un autre univers. Ça nous concerne pas du tout. On parlait de connectivité. Mais est-ce que vous avez conscience, Monsieur Soufi, que la base d'informations que vous pouvez, la data personnelle que vous pouvez agréger dans votre réseau client, peut devenir éventuellement demain une source
de revenus parce qu'il y a entre guillemets, des acteurs qui ont besoin de cette source. Vous n'êtes jamais posé cette question? Ce n'est pas un gisement d'affaires. Mais moi, monsieur, je ne la vends pas, ma base de données. Non, j'espère. Moi, je ne la vends pas. Moi, je l'étudie, je l'analyse. Je vois un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne. Mais je n'ai pas du tout dans mon intention ni de la vendre, ni de la prêter, ni de la solder. Pas du tout. Je travaille dessus parce que ce sont mes clients. C'est parce que je dois leur rappeler. Il y a des choses, vous savez, il y a tellement de choses à faire avant d'arriver à l'analyse des données en Algérie. Il y a tellement de choses à faire, tellement de services à apporter aux clients que, mon Dieu, j'ai du temps avant de faire ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Vous êtes en train de construire une communauté sur les réseaux sociaux. C'est une stratégie importante. 270 000 personnes sur Facebook, ouais, effectivement. Ça me fait énormément plaisir. On travaille tous ensemble. Je suis très actif moi-même sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, Instagram un peu moins. Mais ça donne quoi en termes d'image pour votre marque, Massirvi? Ça rajeunit? On est ancré dans notre temps. On est ancré dans notre temps. Vous savez pourquoi? Ça, c'est un vrai message qu'il faut faire passer. Les Algériens, aujourd'hui, vous avez 75% de personnes qui sont moins de 30 ans ou 35 ans. Vous ne pouvez pas leur parler le langage d'il y a des années 60 ou des années 70. C'est des gens qui ont besoin d'une information tout de suite. Il a envie... Vous savez, il y a des jeunes qui veulent prendre leur billet maintenant, leur assurance voyage maintenant, éventuellement leur visa tout de suite et partir ailleurs. Ils veulent rêver, ils veulent vivre. Et donc, pour vivre, cette fenêtre qui est ouverte sur le monde, c'est Internet et les réseaux sociaux. Maintenant, travailler sur les réseaux sociaux, évidemment, je suis dans mon temps. Je vais pas aller travailler avec du fax ou du telex ou autre chose. Je suis ancré dans mon temps parce que d'abord, les jeunes Algériens sont des jeunes qui sont merveilleux. Ils ont une capacité de résistance, une capacité de culture, une capacité d'apprendre, de défier les choses, d'aller plus en avant. C'est fabuleux. Alors moi, moi-même, je suis passionné par les réseaux sociaux. Mais ce vecteur-là est un vecteur qui est fantastique parce qu'il me permet d'être en relation directe avec les gens et comprendre les tendances. Et comprendre les tendances, aujourd'hui, c'est important pour une compagnie comme la nôtre. Ça nous permet de mettre des mesures correctives sur tel prix, sur telle garantie, mettre en place de nouveaux produits. C'est très important que moi-même, je sois moi le premier sur les réseaux sociaux. Ah, donc dans votre stratégie de communication, est-ce que tout ça signifie que vous allez prendre vos distances avec les moyens de communiquer traditionnels? Vous avez été partenaire de l'équipe nationale de football, Massirvi l'a été. Vous avez été actif sur les médias, en particulier sur les médias électroniques. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes en phase directement avec une communauté sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous émanciper des autres méthodes de communication classiques? On va développer ces outils-là, notamment avec les réseaux sociaux. C'est tout le 2.0. On voudrait aller sur le 3.0, c'est tout ce qui est IoT, intelligence artificielle, smart contract. Alors là, on n'est vraiment pas. Donc ça, je suis même pas optimiste là-dessus. Non. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le smartphone aujourd'hui est une extension de la main de l'homme. Vous voulez faire passer vos messages H24, 7 jours sur 7, eh ben c'est sur le smartphone qu'il va falloir le faire. C'est plus dans l'affichage. C'est très rare. Il y a des axes où vous devez y être, mais maintenant, c'est dépassé. Et ce qu'il faut faire maintenant... Est-ce que vous êtes aussi sûr que cela? Est-ce que vous trouvez que le taux de pénétration du smartphone en Algérie justifie un tel virage? Corrigez-moi si je me trompe. 42 millions de smartphones en Algérie en 2017? Oui, avec souvent les mêmes utilisateurs. On est combien d'habitants? 40 millions, mais enfin, voilà. C'est comme les puces. Donc... C'est ça, c'est tout. Voilà le chiffre. D'accord. 42 millions de smartphones, 40 millions de personnes. Oui, alors on vient de parler de jeunesse, on vient de parler de créativité, d'innovation. C'est ça qui justifie le fait que vous avez aussi ajouté aujourd'hui un intérêt pour les startups et vous venez de lancer votre premier incubateur ces dernières semaines. Alors, ce n'est pas un incubateur, c'est une entrée en capital sur laquelle il faut être très clair parce que je leur dois transparence et respect vis-à-vis d'eux, les startups sur lesquelles on est en train de travailler. Aujourd'hui, on s'est serré la main, on a eu un accord, maintenant il y a l'évaluation des actions et de la valeur de l'entreprise pour pouvoir... Attendez, monsieur, Sophie, en général, ça vient avant, hein? Oui, de se serrer la main. Hein. Non, mais dans les séquences, c'est plutôt l'inverse. Je vais vous dire, moi je suis plutôt du genre quand je donne une parole, les écrits doivent se faire effectivement, mais quand je donne une parole, on le fait et on s'y tient. Alors ça, c'est maintenant le business. Aujourd'hui, les startups sur lesquelles on est en train de travailler, ce sont des startups qui vont pouvoir nous ramener ce qu'on appelle de la croissance externe. Parce que comme vous l'avez dit au départ, on sent... Un tassement, mais on se prépare.
J'aime bien travailler avec 2 ou 3 solutions à chaque fois. Et donc, du coup, chercher pour nos amis auditeurs, on parle de tassement dans le métier traditionnel de l'assurance des personnes. Absolument. Voilà, qui fait qu'aujourd'hui, vous regardez ailleurs, vous cherchez des relais de croissance. Absolument, pour pouvoir consolider à terme les résultats et faire de la croissance financière, à proprement parler. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que nous avons 4 startups sur lesquelles on a eu des visées, et ce sont des startups qui rentrent dans l'horizontalité de notre activité. Et ça va nous apporter. Je suis heureux de pouvoir travailler avec elles parce que ces startups-là, je suis convaincu de leur apport dans la société et je suis convaincu de leur apport en termes de rentabilité d'ici les quelques années à venir. Alors, on peut préciser horizontalité, j'y arrive. Ça veut dire qu'elles sont sur des solutions qui peuvent vous intéresser dans vos problématiques. C'est-à-dire que nous allons pouvoir vendre à travers leur canal nos propres produits. C'est pas des plateformes de e-commerce tout simplement. Enfin, j'ai pas envie de rabaisser. Non, il y en a. Vous avez par exemple Batolis, qui est une société de vente de produits sur Internet. Vous avez bateau.com qui permet le voyage à l'intérieur du pays. Vous avez Nkhayar.com, mais ça c'est un comparateur. Vous avez Hafalat.com aussi, parce que regardez par exemple un truc tout bête. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Hafalat.com, c'est quoi ? C'est une start-up qui vous met en place toute la chaîne de valeur concernant le mariage. Et Dieu sait si c'est un business important. 455 000 mariages par an en Algérie. Mais moi, quand je vois ça... On a des spécialistes à Interface Média. À quoi je pense quand je vois ça ? À quoi je pense ? Je me dis, mais la personne qui va se marier, qu'est-ce qu'elle cherche ? Après, elle va faire son voyage de noces, donc elle cherche une assurance voyage. Elle cherche un appartement, donc elle va demander une catastrophe naturelle pour louer ou pour acheter. Elle va consommer, enfin, elle va demander un véhicule ou elle va acheter un véhicule, donc elle a besoin d'une assurance automobile. Donc vous voyez un peu le phénomène qu'il y a. Donc il y a une start-up qui s'est mise sur ce créneau. Hafalat.com, ouais. Voilà. Et moi, je vous invite vraiment à signer et pas seulement à serrer la main très très vite. Non, mais ça y est, c'est quasiment fait. C'est quasiment fait. C'est quasiment fait. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Merci beaucoup, merci 1000 fois. C'était très important. Si j'ai un dernier message à donner, c'est que c'est difficile aujourd'hui. C'est très très difficile de croire qu'il va y avoir beaucoup d'évolution dans notre pays, etc., etc. Je vous conjure et j'exhorte tout le monde à croire dans notre pays, parce que c'est un pays qui a un énorme avantage. C'est que d'abord, on y est, nous. On est capable de faire de grandes choses. Tout est à faire dans ce pays. Quand vous dites d'abord on y est, nous, c'est-à-dire vous dire que nous, on peut être plus efficace chez nous-mêmes, Absolument. Plus qu'ailleurs. Absolument. Aujourd'hui, tout est à faire en Algérie. Peut-être que même tout ce qui a été fait est à refaire. Donc il y a énormément de choses à mettre en place et de services à prodiguer et à commercialiser. Aujourd'hui, moi, mon pari, c'est de rester dans mon pays, et mon pari, c'est de faire travailler le maximum de gens autour de nous et dans une sorte pas de fraternité, une sorte de communauté. C'est ça que je voulais dire. Dans une sorte de communauté qui va de l'avant. On laisse tomber tout le reste. Et on se dit, c'est dans notre pays et on va devoir réussir. Et de toutes les façons, on ne nous l'enlèvera pas parce que c'est chez nous. Monsieur Soufi, nous, on a bien envie de laisser tomber tout le reste, mais tout le reste n'a pas envie de tomber. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Non, je ne pensais pas à ça. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.